Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Nous pensons à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le presque frère. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez bien malgré cette dictature d'Ali Bongo qui fait beaucoup de dégâts dans notre beau pays, le Gabon. Mais tenez bon, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Je vous avais dit l'autre jour que ce type-là n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Vous savez, pour ceux qui ont grandi au village, qui ont pratiqué la chasse, ils savent que l'endroit où on tire sur une bête là, ce n'est pas au même endroit où la bête là meurt. Elle peut aller mourir même à 1 kilomètre. Donc c'est comme le type que vous voyez là. Il n'ira pas loin. Il vit 24 heures renouvelables. Le Gabon reviendra aux enfants du pays. Le Gabon reviendra aux enfants du pays. Je sais que certains m'ont fait le reproche pourquoi je n'ai pas attendu le match. Mais ce ne sont pas les chatons du Gabon qui jouent. Hein? Si c'était les chatons ou les panthères du Gabon qui jouaient, bon, j'aurais pu attendre. Mais de toute façon, les gens vont suivre le direct en différé. Hein? Voilà, je sais que vous auriez voulu que j'attende la fin du match, mais ce n'est pas grave. Ce ne sont pas les chatons du Gabon qui jouent. Voilà. Donc, laissez ça comme ça. Je voudrais vous dire une chose. Le Gabon va être libéré. Laissez ce que ce type là en train de faire là. Tout ça, c'est zéro. Un matin, vous allez vous réveiller sans ce type là. Vous qui êtes à Libreville. Je sais qu'il y a coupure là-bas en ce moment. Depuis 1 heure, on m'a dit qu'il y a coupure à Libreville. Ce sont les signes de fin de règne. Le Gabon n'est plus gouverné.
le Gabon n'est plus gouverné. Aujourd'hui, ils font... Permettez-moi d'arrêter d'abord le chauffage parce que ça chauffe maintenant extrêmement. Voilà, c'est bon. Donc, le Gabon n'est plus gouverné. Si vous avez connu des pays comme la Guinée, Conakry, avant la mort de Lassana Conté qui a dirigé ce pays, pendant longtemps, il y avait des coupures intempestives à Conakry. Les Conakrika, plus c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Conakry, les Conakrika restaient toujours dans les ténèbres. Et du coup, c'était la fin des règnes. Et le jour où il est tombé, emporté par son cancer, beaucoup n'ont pas réalisé. Ils ont dit non, il ne peut pas mourir, non. Ils ont fait le démenti. Donc, c'est ce qui va arriver au Gabon. Le type là va tomber. Dieu seul sait s'il peut arriver jusqu'en 2023. Dieu seul sait. C'est que vous voyez comme image là. On a inauguré l'école Bérévert, du n'importe quoi. C'est ce que mes parents appellent ma chibi. Ne suivez pas ça. C'est zéro. Ce qu'il est en train de faire là, il fait ses adieux. Et Mato va se réveiller. Il y a des enfants du pays qui sont là, qui se battent là. Ce sont les enfants du pays là, les vrais enfants du pays qui vont prendre les rênes. Et ne négligez pas les lutteurs d'aujourd'hui là. Les lutteurs que vous négligez aujourd'hui là, ce sont eux les gouvernants de demain. Je vous donnerai deux petites histoires qui vont être assez édifiantes sur l'importance de faire en sorte que vous ne méprisiez personne. Ne méprisez personne dans la vie. Parce que vous ne saurez pas de quoi sera fait demain. Évidemment, il y a coupure à Libreville, c'est pourquoi il n'y a même pas assez de gens connectés, puisque la plupart des gens, ils utilisent le Wi-Fi et quand c'est coupé, il n'y a pas... quand le courant est coupé, il n'y a pas de Wi-Fi, tout ça, c'est compliqué. Bref, ils vont prendre le live en différé, il n'y a pas de souci. Donc, ne négligez personne. Ne faites pas comme les autres là qui font le déménagement dans le sens inverse. Regardez comment ils ont roulé Féfé au Nanga. Pardon, je me moque pas de lui parce que c'est mon grand frère personnel. Hein? C'est mon grand frère personnel. Vous avez vu que quand il avait des soucis de santé, c'est moi qui ai cogné sur les gens ping que les autres là qui ont sorti de l'argent pour l'aider. Hein? Voilà, donc c'est mon grand frère. Même s'il est parti de l'autre côté là, c'est mon grand frère. La famille est une forêt qu'on ne peut tailler. La famille est une forêt qu'on ne peut tailler. Voilà. Donc, ce qui est arrivé là, en Guinée-Conakry, ça arrivera au Gabon. Ça arrivera au Gabon. Soyez seulement patients. Je vous dis souvent que c'est le chasseur qui attend longtemps au bord du marigot qui tue l'antilope venue boire de l'eau. C'est le chasseur qui attend longtemps au bord du marigot qui tue l'antilope venue boire de l'eau. Donc, je vois des gens qui m'écrivent. Là, j'ai plein de messages que je ne lis même pas. Parce qu'il n'y a que des jérémiades. Je dis, mais pourquoi vous paniquez? Même nous qui sommes en exil, nos vies en exil sont plus difficiles que les vôtres là-bas. Là-bas, vous pouvez voir un parent qui vous donne à manger. Mais ce n'est pas le cas. Chez les Blancs, il n'y a pas de solidarité. Si vous avez faim, sauf si vous allez faire le pied de grue au niveau des restaurants de cœur. Mais là, si vous arrivez parfois, il n'y a plus rien, les autres ont déjà tout mangé. Donc, au Gabon, vous avez la chance d'avoir un parent. Si vous n'avez pas à manger, si vous allez chez un cousin, vous arrivez à midi, la famille africaine, c'est ça, on ajoute une assiette à la table. Mais ce n'est pas le cas en Europe, que ce soit ici en Belgique ou là-bas en France, c'est compliqué. Il ne faut pas suivre la vie que les gens vous présentent sur Facebook là. Mais la vie de tous les jours là, au quotidien, c'est galère. Il ne faut pas suivre. Ne suivez pas ces gens-là. Donc, même nous qui sommes à l'extérieur, on tient, on résiste. C'est pas évident parce qu'il y a des responsabilités, il faut payer la maison, il faut payer le courant, il faut payer le chauffage, il faut tout payer. C'est compliqué. Mais nous, on ne perd pas de vue parce que la première arme d'une personne, d'un combattant, c'est son moral, son esprit. Ali Bongo va partir. Ali Bongo va mourir. Je vous dis, si vous voulez que je parle simplement. Ali Bongo va mourir. Un matin, vous allez vous réveiller. Vous n'aurez plus Ali Bongo. Il va mourir dans quelles conditions? Est-ce que ce serait une crise cardiaque? Est-ce que
ce sont ses propres compagnons qui vont finir avec lui, je ne saurais vous le dire. Mais, soyez tout simplement patient, déterminé aussi. Jésus, je ne vais pas dire, oh Dieu, 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 Dieu. Non. Je vous entends là souvent dire Jésus, Jésus. Jésus, dans son pays, là-bas, il y a beaucoup de problèmes. Donc, s'il doit revenir régler les problèmes, il commence par régler dans son pays, là-bas, son pays d'origine. Ce n'est pas au Gabon, mais c'est nous-mêmes qui allons régler nos problèmes. Hein? Sachez ça. Mais le meilleur est à venir. Mais ce sont les gens que vous négligez là, qui vont être les gouvernants de demain. Je vous le promets. Les gens qui se battent aujourd'hui là, ce sont eux, le gouvernant de demain. Ce sont eux, le gouverneur de demain. Ce n'est pas les rigolos que vous voyez là. Je vous ai fait, j'ai publié un article que j'ai partagé ce matin là, sur Ali Bongo et Sarah Kaye. Vous avez vu? C'est qu'ils n'ont rien pratiquement. Ils n'ont pas de solution au problème des Gabonais. Ils font dans du rafistolage à la limite. C'est une racaille qui est là. Ali Bongo même, c'est une racaille. Et il prend aussi la canaille autour de lui. C'est normal. Mais les vrais enfants du pays, qui vont diriger le pays, ils sont à la grande école de la politique. Vous allez voir que demain, on va restaurer la dignité des Gabonais. On vient d'avoir rendre la dignité des Gabonais. Mais ceux-là, n'attendez rien d'eux. N'attendez rien d'eux parce qu'ils n'ont pas de solution au problème des Gabonais. Je vous dis souvent que si le lézard connaissait le médicament de la rougeole, son corps ne serait pas tacheté. Si le lézard connaissait le médicament de la rougeole, son corps ne serait pas tacheté. Autrement dit, si cette racaille d'Ali Bongo avait des solutions au problème des Gabonais, je ne sais pas. Regardez, il va faire une école ruban vert. Ok, ruban vert. L'école des enfants des agents de la GR, avec les ordinateurs et tout. Vous ne savez pas que c'est bien Bongo qui est derrière? C'est encore de l'argent du Gabon, c'est l'argent du Gabon qui est. Donc ils vont encore payer pour scolaariser leurs enfants, alors que c'est conçu avec l'argent du Gabon. Et puis donc, il y a que les agents de la GR qui méritent d'avoir des enfants dans une école bien équipée. Donc, en fait, chaque jour, ils commettent des bêtises. Et puis, j'ai vu que c'est cette racaille de Sylvia Bongo qui a coupé le ruban symbolique. Mais bon, ça, on est dans quel pays? Mais le poste de première dame n'est pas un poste reconnu par la Constitution, ce n'est pas statutaire. Ce n'est pas un statut reconnu par la Constitution. Il n'y a pas de prérogative. Mais elle vient couper le ruban en tant que... Ali Bongo est là. Et il y a des gens qui sont en train d'applaudir. J'ai vu les pélégistes, comme ils sont ma boule, ces gens-là. Ils se sont mis à applaudir. Mais je n'ai jamais vu de ma boule comme les pélégistes. Vraiment, ils ont une forte teneur de caca dans le sang. Ils ont une forte teneur de caca dans le sang. Ils applaudissent des bêtises comme ça. C'est bien Bongo vient couper le ruban symbolique à la place du président. Mais le pouvoir n'est pas sexuellement transmissible. C'est pourquoi je vous dis, ne vous en faites pas. Le pays sera dirigé par des vrais enfants. Ce sont les lutteurs que vous négligez là, qui seront les gouvernants de demain. Qu'on le veuille ou pas. C'est ça. La génération est en train de finir. Vous avez vu, il y a la génération des Bongo qui est en train de finir. Vous voyez qu'ils sont en train de partir. Les uns après les autres. Après, mais c'est notre génération. C'est pourquoi je vous dis, ne paniquez pas. La politique est une affaire de génération et de relations. C'est tout. Donc ne paniquez pas. Le temps est en train de faire tout l'autre. La nature est en train de faire son œuvre. Ils sont en train de partir. Vous avez vu, on a eu Casimiro Yemba, on a eu récemment le général Njavenjoy, on a eu... Donc ils sont tous en train de partir. C'est pas que je le souhaite, mais c'est ça la loi de la nature. On naît, on vit et on meurt. Donc ceux qui pensent qu'ils sont indéboulonnables, qu'ils ne doivent pas disparaître. Mais ils vont disparaître parce que la nature va faire le temps. Si les Gabonais ne se chargent pas d'Ali Bongo, mais la nature va se charger. Regardez combien il est déjà affaibli. Donc ne vous en faites pas. Mais je vous dis, les gens que vous négligez aujourd'hui, ce sont les gouvernants de demain. N'ayez jamais négligé quelqu'un à cause de son statut actuel, parce que c'est un statut qui peut évoluer. Or, j'ai constaté que les Gabonais ont cette facilité d'abandonner les leurs dans des moments difficiles. Il y a des gens qui abandonnent l'opposition aujourd'hui pour aller au PDG. Mais le PDG, c'est un déménagement dans le sens inverse. Mais ça, c'est contre-productif.
Parce que le PDG en fin de règne, le PDG ne peut pas aller plus loin que ça. Le PDG a tout proposé. Il n'y a plus rien là. Je m'étonne de ce que des personnes qui sont expérimentées politiquement continuent à faire des déménagements dans le sens inverse. C'est terrible. C'est comme une cité assiégée. Ceux qui sont à l'intérieur veulent en sortir et ceux qui sont à l'intérieur veulent y entrer. Mais c'est terrible. Donc, il ne faut pas tomber dans ces pièges. Les gouvernants de demain, c'est nous qui luttons là. Qu'on le veuille ou pas. Donc, les pédégistes là, commencez à nous respecter. Évitez de nous insulter. Évitez de nous insulter. Évitez ce que vous faites là. Parce qu'on risque de vous faire ça à l'envers. Voilà. Parce que votre type que vous appelez pompeusement président là, il est en mode Chikache. Il peut tomber à tout moment. Il est en mode Chikache. Il peut tomber à tout moment pour toujours. Vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Donc je préfère vous prévenir. Ne commettez pas cette erreur. Ne négligez pas quelqu'un aujourd'hui parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'a pas d'argent aujourd'hui. S'il n'a pas d'argent aujourd'hui, mais demain il va en avoir. S'il n'a pas le pouvoir aujourd'hui, mais demain il l'aura. C'est ça l'erreur qu'on commet. Notre société n'a plus de valeur. C'est une société déconnectée de toutes ses valeurs morales. Vous négligez les gens. Mais je vous prends le cas de mon ami que j'aime bien appeler Fat. Mais les Congolais, la RDC préfèrent l'appeler Fachi. Moi, je préfère l'appeler Fat. Félix Antoine Tshisekedi. Donc, c'est Fat, c'est pas Fachi. C'est Fat. Moi, je le préfère Fat. Mais qui a pensé sur le sang que Fat allait être président de la RDC? Un pays où il y a beaucoup d'intellectuels. Un pays 4 fois plus grand que la France. Personne n'avait imaginé. Même pas moi. Parce qu'on était là, on faisait le calcul, on a dit, oh, ce canard boiteux de Kabila est parti et il ne se représente plus. Il a eu la pression des États-Unis. Il va se retirer. Donc, on a vu Katumbi, on a vu tous les autres opposants qui étaient là. On s'est dit, en tout cas, le président sortira parmi ceux-là. Mais, contre toute attente, c'est Fat qui traînait dans l'Enganda à Bruxelles qui est devenu président. Mais les gens qui l'ont négligé, ils sont en train de regretter aujourd'hui. Ils sont en train de le regretter. Parce que c'est lui qui est président. Même si c'est pour un seul mandat, là, il est président de la RDC. C'est lui qui doit signer au nom de l'État. Il engage tout l'État. Il engage un État qui est 4 fois plus grand que la France. Donc, c'est comme ça la vie. Il faut être patient. Moi, j'ai retenu beaucoup de leçons. C'est pourquoi il est important de discuter avec les gens. Je regrette aujourd'hui, les Gabonais n'aiment plus la lecture. Ils n'aiment plus suivre ce qui est instructif. Ils préfèrent suivre des bêtises. Quand on parle des histoires de fesses et autres, si j'ouvre le balcon là pour parler encore des histoires de pervers la République, là, pour parler de qui monte sur qui, tout ça, vous allez voir comment les gens vont revenir. Mais quand on parle des choses du pays, ils ne reviennent pas. Or, c'est en allant chez les autres. L'intelligence est influe extrêmement sur le voisin. Donc, il faut voir autour de vous comment la vie se meut. Il faut voir comment les expériences de la vie, parce que ça nous enseigne beaucoup de choses. Aujourd'hui, les opposants, les activistes, ils sont négligés, ils sont abandonnés. L'opposition à la limite, est daubée. Mais demain, l'opposition va prendre le pouvoir. Donc, votre Ali tombé là, il va partir. Votre Ali tombé va partir. Il vit 24 heures renouvelables. À tout moment, il peut die, comme on dit. Ne négligez jamais. Moi, j'ai reçu, je vous disais 2 choses. On appellera l'oncle Mumbina tout à l'heure. Il va nous édifier. Mais la première histoire que moi, je vais vous raconter, j'ai pensé à vous ce soir. C'est une histoire bizarre qui concerne ma vie personnelle. Je ne le cache pas. Moi, je suis issu d'une famille pauvre. Je suis fils de prolétaires, vous le savez. Mais je suis l'un de ces rares fils de prolétaires qui avaient juré la main sur le cœur de réussir grâce aux efforts personnels, sans être poussé par qui que ce soit, sans donner le derrière,
sans entrer dans les loges maçonniques. Et j'avais juré. Et j'avais juré de devenir parmi les hommes les plus importants du pays, parmi les hommes les plus riches du pays, honnêtement sans tuer. Si ce n'était pas cet exil, j'aurais déjà réussi. Vous savez le journal que j'avais lancé, combien ça rapportait? Pratiquement 53 millions par mois. Donc rien qu'avec le produit de ma tête, je pourrais devenir riche. Donc, les gens nous négligent aujourd'hui. Ils vont négliger les Messieurs, le Stéphane Nzeng, le Thibaut Adjatis, les Yannick Ndomba, Franck Djoktan, tous les autres là qui se battent. Mais demain, ce sont eux les gouvernants. Demain, ce sont eux les gouvernants. Moi, je suis né dans cette famille pauvre-là, où j'allais apprendre à 2 km, 3 km, je marchais très tôt. Je suis issu d'une famille pauvre. Je viens à Libreville en vacances, je tombe sur une fille. Vous connaissez cette fille-là, puisqu'elle revient souvent dans le livre. Cette fille-là, c'est Linda. Fille d'un puissant baron de la République. Mais je ne le sais pas. Je vais sortir avec cette fille. Et moi, j'avais déjà ma compagne à manger. Je repars à manger, je la laisse. Et quand j'ai fini, puisqu'au cesse de manger, on s'arrêtait en classe de 3e. On allait en Dendé, en classe de seconde. Moi, j'ai refusé un Dendé parce qu'il y avait la galère. Je suis venu à Libreville en disant, Libreville, c'est mieux parce que mes parents peuvent m'envoyer à manger. Je reviens là, mais je laisse ma mari à manger. Et quand elle revient me retrouver à Libreville, pour la poursuite des études, notre relation perclite. Elle me lâche. Je vais reprendre Linda. Et je découvre qu'elle est fille des ministres. Mais le ministre, dans sa tête, c'est que sa fille ne peut sortir qu'avec le fils d'un autre ministre. Donc son père va demander que je descende. Parce qu'il y a sa fille aînée qui va lui dire que non, mais ta fille que tu la cherches là, la nuit elle sort toujours pour aller dormir chez un garçon là qui est de l'autre côté là, qui est un fils de pauvre, qui est dans une maison en planche. Et donc ces ministres, vous savez que le ministre d'Omar Bongo était puissant. Il va dire à sa grande soeur aînée, va me le chercher. Moi, je suis là, je vois la grande soeur aînée donc de ma copine qui vient me chercher. Oh, papa veut te voir, maman, on veut te présenter. Elle me prend avec diplomatie. Et pourtant, j'avais peur. Hein. Je dis, ah, est-ce qu'il ne va pas m'agresser? Il dit, non, il n'y a pas de problème. Quand j'arrive là-bas, je m'assois. Il est dans la chambre, il sort. Et il vient avec un verre à la bouche. Bon, ça, c'est une tasse. Mais il avait un verre d'eau à la bouche. Il me serre la main. Bonjour, jeune homme. Je dis, bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? Je dis, je m'appelle Jonas Mourenda. Tu es l'enfant de qui? Je dis, mais vous ne connaissez pas mon père? Mon père est déjà décédé. Il s'appelait comment? Je dis, il s'appelait Pierre Mourenda. Il dit, mais sinon ça ne me dit rien. Je dis, mais oui, c'était un paysan, c'était pas quelqu'un de riche. Et il me dit, tu penses que toi, fils de paysan, tu mérites d'épouser et de vivre avec la fille d'un ministre? Il faut que tu arrêtes aujourd'hui là. Je ne veux plus entendre parler de votre relation là. Si j'apprends encore que tu continues de sortir avec ma fille, je te casse le pied avec mon fusil. Et puis j'ai ça. Et il dit, tu as compris? J'ai dit oui, mais je l'aime. Ah là 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 là, il ne fallait pas dire ça. C'est comme si je lui avais mis le doigt à l'œil. Il dit, espèce d'effronté, c'est à moi que tu dis ça. Il prend l'eau, il met à la bouche et il me crache ça au visage. Vous imaginez, j'essaie d'essuyer. Et il sort de chez moi. Si je te vois la prochaine fois, je te fais sauter le cerveau. Je suis reparti chez moi en pleurs. J'étais humilié. J'étais humilié au fond de moi. Et je suis resté là. J'ai prié Dieu. Et j'avais commencé déjà le métier de journalisme, mais je n'étais pas encore journaliste professionnel, je n'étais pas encore attitré. J'étais collaborateur extérieur. Et j'obtiens, je crois, 1 an plus tard,
puisque la fille va se mettre avec un fils des ministres aussi. Et je vais le surprendre. Elle va m'humilier en disant que non, oui, c'est lui que mes parents préfèrent parce que son père est ministre comme mon père. Mais toi, comme tu es fils des pauvres, tu ne... Je suis resté là. Et un an plus tard, je suis admis à l'école de journalisme à Paris. J'étais le seul de l'Afrique centrale. Presque, enfin, le seul de notre région là. Parce que le deuxième était la Guinée équatoriale, c'est aussi l'Afrique centrale. Et les autres venaient d'ailleurs d'Haïti. Je viens à l'école de journalisme. Mais entre-temps, le fils des ministres déçoit la fille, Linda. Linda cherche à revenir maintenant vers moi. Et quand je l'invite, le dernier moment, c'est pour lui annoncer que je m'en vais en France. Linda, sa vie bascule. Vous allez voir dans le livre, j'ai terminé, je suis en train de faire les corrections. Mais la vie ne va pas s'arrêter là. Quand je termine ma formation, je rentre au Gabon. Et formidable, parce que j'avais une idée, j'ai dit, mon Dieu, les gens qui m'ont humilié parce que je suis issu d'une famille pauvre, j'aimerais les revoir pour qu'ils voient ce que je suis devenu. J'ai prié Dieu chaque jour. Et un matin, j'arrive à l'Union. Le rédacteur en chef, Léonard Brice Mbassoum, il vit encore. Il m'appelle. Il dit, bon, toi tu es percutant. Je t'envoie interroger le ministre des Travaux publics. Tu fais une interview avec lui. Par rapport à ça, cet thème et tout. Et j'ai dit, c'est qui le ministre des Travaux publics? Il dit, c'est elle. J'ai dit, waouh, c'était le père de Linda qui m'avait craché l'eau au visage. Donc, vous voyez comment l'histoire va se passer. Donc, je vais interroger celui qui m'avait craché de l'eau au visage parce que je suis fils de pauvre. J'étais encore lycéen, de rien du tout. Mais les années vont passer. 7 ans plus tard, 7 ans plus tard, on m'envoie l'interroger. Je vous assure, ce qui s'est passé, je vais vous raconter cette histoire un peu. Hein, tenez l'oreille, tendez l'oreille. Vous allez suivre. Parce que je me suis dit, waouh, Dieu est formidable. Je vais enfin revoir ce monsieur qui m'a craché de l'eau au visage en me traitant de fils de pauvre, comme si c'était une malédiction. Or, la situation d'aujourd'hui peut changer demain. Donc là, je suis sur la partie du livre où je parle de ça. Je vais vous lire ça, je ne sais pas où je vais vous lire, où je mets le... Où je mets... Il y a un garde-manger qui lit toujours à l'intérieur, là, je ne sais pas si sa voix sort bien. Vous allez me dire si sa voix sort bien. Hein? Il y a un opérateur de manger qui est à l'intérieur. Il va essayer de... On va mettre sa voix, si ça ne passe pas, parce que ma voix là déjà, c'est la voix d'un vieux. Vous allez écouter l'histoire. Afin qu'il sache ce que j'étais devenu. Voilà, écoutez, hein? On commence là, voilà. On commence. 6 mois s'étaient écoulés depuis mon retour au Gabon. Je tenais à revoir ceux qui se moquaient de mon rang social. Je passais des jours et des nuits dans les prières, demandant à Dieu de faire en sorte que nos chemins se croisent de nouveau, afin qu'il sache ce que j'étais devenu. Je craignais seulement qu'il soit mort pendant mon séjour en France et que je ne puisse apaiser. Bon, là vous ne comprenez pas. Je vais vous dire ça parce que le gars de manger, il y a un gars de manger qui est à l'intérieur, mais il gorge trop. Moi, je n'aime pas les gars qui gorgent. Hein? Ça, c'est des gars de manger qui ont beaucoup mangé la neige là. Donc, ils gorgent beaucoup. Donc, je vais vous lire ça. Hein? Je vais vous lire ça avec mon accent gabonais et mon accent de manger. 6 mois s'étaient écoulés depuis mon retour au Gabon. Je tenais à revoir ceux qui se moquaient de mon rang social. J'ai passé des jours et des nuits dans les prières, demandant à Dieu de faire en sorte que nos chemins se croisent de nouveau, afin qu'il sache ce que j'étais devenu. Je craignais seulement qu'il soit mort pendant mon séjour en France et que je ne puisse apaiser par leur supplice moral mon juste ressentiment. Je voulais les rencontrer les uns après les autres pour leur rappeler qu'être issu d'une famille pauvre n'est pas une sentence divine ou une fatalité. Par concours de circonstances, par une circonstance heureuse, le rédacteur en chef me chargea d'aller interviewer le ministre des Travaux publics. Il n'était autre que le père de Linda. C'était une belle occasion de nous revoir après l'humiliation qu'il m'avait faite 7 ans plus tôt. Il avait changé de département ministériel
est resté toujours puissant dans l'appareil étatique. Son bureau se trouvait en plein centre-ville. Le lendemain, je m'y rendis au volant de ma nouvelle voiture. Son cabinet se trouvait au 4e étage d'un grand immeuble situé en face du trésor public. J'ai pris l'ascenseur pour y accéder. Quand je me présentais à son secrétariat, une de ses collaboratrices voulut savoir mon identité. Je suis Jonas Mulenda, journaliste à l'Union. J'ai une interview à réaliser avec le ministre, répondis-je à la dame. Elle prit un parapheur et entra au bureau de son patron. Quelques instants après, elle en ressortit. Veuillez entrer s'il vous plaît, dit-elle poliment. Quand j'eus franchi la porte, le ministre se leva, vint à ma rencontre et me tendit la main. Avec déférence, il me pria de m'asseoir à son salon d'audience. Il retourna prendre un agenda et un stylo avant de revenir s'asseoir en face de moi. Il me dévisagea. Attendez. Il me dévisagea et remarqua que je ressemblais tout à fait au jeune homme qui sortait avec sa fille et qu'il avait malmené parce que venant d'une famille pauvre. Il me regardait avec une scrupuleuse attention. Ses premiers doutes se fortifièrent et se transformèrent en certitude. À ma voix et au trait de mon visage, il reconnut que le jeune homme qu'il avait menacé et moi ne faisaient qu'un. Tourmenté, il ne se priva pas de me poser des questions pour en avoir le cœur net. Il me semble qu'on se soit déjà vu. Quel est votre nom? Jonas Mulenda. Votre visage me dit quelque chose. Oui, je suis l'ex-ami de votre fille Linda que vous aviez menacée à plein ciel il y a 7 ans. Écoutez, je le lui rappelle. Hein? Il y a 7 ans. Ah, je suis vraiment désolé pour vous. J'avais été dur avec vous parce que je voulais protéger ma fille contre toute relation qui pouvait la perturber dans ses études. Bon, c'est du passé. Ce n'est plus qu'un lointain souvenir, répondis-je. Vous êtes donc devenu journaliste? Oui. Oui, je suis rentré de la formation en France il y a 6 mois. Félicitations, vous avez choisi un métier noble. Merci, monsieur. Linda, elle, était à l'Institut des Finances. Elle a terminé. Elle vient d'intégrer le ministère de l'Économie. Voilà ce qu'il me dit. Comme pour me dire que bon, c'est bon, maintenant, vous avez réussi les deux, remettez-vous ensemble. Donc, voilà ce qu'il va me dire. Je dis, ah, d'accord. Vraiment, je suis désolé pour ce qui s'était passé entre nous. Je lui réponds, je ne vous en tiens pas rigueur, rassurez-vous. Merci pour votre indulgence, il me dit ça. Mon interlocuteur semblait maintenant bourrelé de remords. Comment ne pouvait-il ne pas l'être quand l'intervieweur n'était autre que l'ex-copain de sa fille, à qui il a craché de l'eau en plein visage parce qu'il est issu d'une famille pauvre. Ce jeune homme était allé à l'étranger pour construire un avenir radieux afin de sortir de l'engeance pour être parmi les cadres importants du pays. Ce jeune homme était revenu à lui et ne s'était révélé être qu'un journaliste. C'est dans une ambiance lourde qu'on réalisa l'interview. Elle portait sur l'état défectueux de route du pays et la destination prise par les fonds souvent alloués à l'entretien routier. J'étais incisif sur les questions et il eut l'impression que j'avais des relents de vengeance. Il me le fit savoir à la fin de notre entretien. Je le rassurais que je lui posais des questions que les Gabonais lui poseraient s'ils avaient la chance de se retrouver en face de lui. Il me dit, vous êtes tranchant comme les journalistes français. Je peur que votre rigueur vous cause des ennuis dans notre pays où on n'aime pas la pertinence. J'ai dit, je comprends votre souci, mais les gouvernants finiront par se plier aux exigences de la démocratie. Vous avez raison, la liberté d'expression est garantie par la Constitution, répondit-il. Oui, j'ajoute, les gouvernants dont vous faites partie comprendront que je ne fais que mon boulot de rechercher la vérité et d'informer. Il était déjà midi. J'ai décidé de prendre congé de mon interviewé. Un instant, il mit la main dans la poche de sa veste et sortit une liasse d'argent qu'il me tendit.
J'ai décliné l'offre. Vous n'avez pas besoin de payer, monsieur le ministre. Je suis déjà payé pour ce travail. Je ne vous paye pas, dit-il. C'est pour votre carburant. Et moi, je réponds. Merci pour votre geste, mais le carburant de mon véhicule est pris en charge par mon employeur. D'accord. Nous avons l'habitude de remettre quelque chose aux journalistes pour les encourager dans leur difficile boulot. C'est ce qu'il me dit. Je dis, monsieur le ministre, merci. Je comprends votre démarche, mais je vous dispense de cette dépense. Et il me dit, j'espère que ce ne sont pas nos démêlés du passé qui vous poussent à refuser mon argent. Je dis pas du tout. Je vous ai dit que je ne vous en tiens pas rigueur. Ok, cela me rassure. Merci d'être passé. Je vous souhaite une brillante carrière professionnelle. Je dis, monsieur le ministre, voici ma carte de visite avec mon numéro direct. Si vous avez un souci, n'hésitez pas de m'appeler. C'est ce qu'il va me dire. Je dis, d'accord. J'ai pris la carte de visite uniquement pour des besoins professionnels et m'en aller. Le lendemain, après la publication de l'interview dans le journal, Linda m'appela par téléphone du bureau. Elle me transmit les félicitations de son père et parut regretter le fait que j'avais décliné la proposition financière qu'il m'avait faite après notre entretien. Elle m'a dit ceci. Il a très mal vécu ça. La prochaine fois, sois un peu diligent avec lui. Il reste quand même ton beau-père, même si tu ne m'aimes plus. Je ne regrettais pas la posture que j'avais adoptée vis-à-vis de son père. De toute façon, sa proposition sonnait comme une tentative de rachat de ma sympathie après l'humiliation qu'il m'a faite avant mon départ pour la France. D'une belle manière, j'avais vengé cet affront. Il se sentait très mal à l'aise après avoir subi le retour de la manivelle. Et j'ai conclu ceci. Le bien et le mal, la vertu et le vice trouvent toujours leur récompense et leur châtiment. Si Dieu semble quelquefois les oublier, c'est que leur heure n'a pas encore sonné. Donc, vous voyez un peu comment je l'ai mis mal à l'aise? Ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Donc, ne négligez personne dans la vie. Parce que les choses, ils ne peuvent pas imaginer, mais après, je suis devenu parmi les journalistes incontournables du pays. Je suis à m'imposer dans le paysage médiatique gabonais. Comme un journaliste incontournable, ils avaient des problèmes avec moi. Tout le monde voulait être mon ami pour ne pas être attaqué. Et quand il m'a donné sa carte de visite, l'argent qu'il voulait me donner là, c'était pour acheter ma conscience pour que je devienne son pote. Et il me dit même que non, ma fille a terminé, elle était à l'institut de machin, elle est maintenant au ministère. Mais moi, je m'en foutais. J'étais passé à autre chose. C'est le retournement de la situation. Donc, la vie est faite d'incertitudes. L'avenir est un inconnu. L'avenir est un mystère. Ne jamais négliger les gens. Ne négligez pas les opposants aujourd'hui. Ne négligez pas l'opposition aujourd'hui. Parce que demain, les gens que vous négligez là, ce sont les mêmes. Qui a cru que George Weah deviendrait président du Libéria? Il était simple footballeur. Qui a cru que l'autre là, Ombalo là, de Guinée-Bissau? Personne. Ils sont nombreux. Donc, ne négligez jamais qui que ce soit. Si votre parent a pris une position, il sait pourquoi il l'a fait. Demain, les choses vont changer. C'est comme les femmes. Vous avez un homme aujourd'hui qui a des difficultés. Vous allez le lâcher parce qu'il a des difficultés. Mais quand sera-t-il demain quand il sortira de ces difficultés? Vous allez le regarder comment? Vous aurez honte. Parce qu'on dit que quand la plaie est guérie, les mouches de honte meurent de honte. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Donc, ne négligez jamais les gens que vous voyez. Ne négligez jamais un groupe d'amis parce que ce groupe d'amis-là a des soucis. Ne négligez jamais. Parce que demain, vous avez vu ce ministre-là, il a transpiré, il était mal à l'aise. Il me dit, oui, tes questions-là, on dirait que tu voulais me régler les comptes parce qu'on avait... J'ai dit, non, non, non. Moi, quand je pose les questions, je me mets à la place des Gabonais parce que moi, je vais dans les quartiers, j'écoute ce que les Gabonais disent. Même quand il m'arrivait d'interroger Omar Bongo, c'était une question, il s'est fâché. Il s'est fâché. Parce que naturellement, la vie est comme ça. Donc, ne vous découragez jamais. Quelles que soient les circonstances, dites-vous que le meilleur est à venir.
Tant que vous n'avez pas désobéi aux lois de la nature, vous n'avez pas désobéi à votre famille, vous allez en sortir. Je disais, s'agissant des femmes, ne jamais négliger un homme parce qu'il est au chômage. S'agissant des hommes, ne jamais négliger une femme parce qu'elle est encore au lycée. Elle dit que non, elle m'apporte, qu'elle va dire m'apporter. Mais demain, elle peut être mieux. Vous avez vu au Gabon, là, les ministres, les femmes qui sont devenues ministres, là. Parfois, il y a des gars qui ont négligé ces filles-là, mais elles sont devenues ministres. Elles sont devenues ministres. Même si ce sont les ministres du roi paresseux, mais elles sont ministres. Il faut toujours espérer que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. S'agissant des femmes, les femmes sont les piliers de la société. Parfois, je vous titille avec mes... Parce que la femme, vous ne savez pas, la femme a un pouvoir que l'homme n'a pas. C'est qu'on ne sait pas chez nous. C'est que la femme a un pouvoir que l'homme n'a pas. Chaque jour que Dieu fait, l'homme se met à genoux devant la femme. Vous connaissez la position, non? La position des papas et maman, là. L'homme, ses genoux, il s'agenouille, non? Donc, la femme est une divinité. Elle incarne la divinité. Chaque jour, on se met à genoux devant la femme. La femme a la possibilité de changer le monde. Elle a la possibilité de renverser la situation. Donc, une femme peut changer les choses. Une femme peut même faire qu'un homme qui est au chômage devienne travailleur. Une femme peut faire qu'un homme insignifiant devienne une personnalité importante. On dit derrière un grand homme se cache une femme. C'est comme ça. Il ne faut pas négliger. Et les femmes qui ont souvent négligé ça ont regretté après. Je parle beaucoup de femmes parce que demain on aura besoin de beaucoup de femmes pour redresser le Gabon. On aura besoin de femmes dans les postes où il y a, par exemple, la gestion d'argent, parce que les femmes gèrent mieux l'argent que les hommes. Les hommes, il suffit d'avoir 3 copines, c'est fini. Ils dépensent tout l'argent, mais les femmes ont quand même cette qualité de gérer l'argent. Donc, ne jamais négliger les hommes ou les femmes. En tout cas, toute personne qui est dans une situation difficile, ne négligez jamais ça. Toute personne qui traverse une période une période sombre, il ne faut pas négliger ça. Si vous voyez un homme qui vient vers vous, vous regardez d'abord ses chaussures, machin, il peut venir même vous draguer avec les chaussures percées, avec les chaussettes percées. Vous ne savez pas qui se cache derrière. Le danger, c'est ça. Vous ne savez pas qui se cache derrière. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire que m'avait raconté mon grand-père sous le clair de lune. Dans un village, il y avait un homme qui était puissant. C'était le roi d'Nzambi. Le roi d'Nzambi avait sa fille qui était jolie. Il voulait l'envoyer en mariage. Mais il a attendu une circonstance pénible. Où il avait sa cithare qu'avait laissé son grand-père. Qui permettait d'animer les soirées chez lui chaque soir. Mais on ne sait pas par quelle magie il accrochait sur un fromager. Peut-être pour prendre la puissance. Mais comme par hasard, un matin, on s'est réveillé, le fromager avait grandi, il était devenu grand, long. Il fallait maintenant envoyer quelqu'un de fort pour aller récupérer ce fromager. Aller récupérer plutôt cette cithare. Et c'est comme ça que on a appelé, et le roi d'Nzambi disait, je tiens fortement à cette cithare. C'est mon grand-père qui a laissé ça. Celui qui va réussir à aller me décrocher ça, là, au sommet de l'arbre, là. Je lui donnerai ma plus belle fille, Marundu. Donc, tous les gars du village qui appréciaient Marundu ont commencé par faire le concours. Ils venaient grimper, mais ils n'arrivaient pas à passer. Le fromage était solide et il y avait des piquants. C'était compliqué pour tout le monde.
Mais Mumbina tenait absolument à voir la fille de Denzambi. Il est allé voir une dame, une sorcière du village. Il dit, il faut que tu me fasses les fétiches. Il faut que tu me fasses les fétiches parce que moi je dois absolument réussir à monter jusqu'au sommet de cet arbre, aller récupérer la cithare du roi d'Enzambi pour qu'il me donne sa fille en mariage. Et c'est comme ça que la sorcière là a dit, bon, moi je vais te faire des fétiches. Mais le premier fétiche là va être fait à base d'une peau de lépreux. Parce qu'il n'y a que la peau de lépreux là pour s'accrocher sur les piquants là. Mumbina a dit, il n'y a pas de problème. De toute façon, pourvu que je réussisse à aller jusqu'au sommet de cet arbre et décrocher la cithare du roi de Nzambi pour que je prenne sa fille en mariage. Donc, Mumbina a dit à tout le monde, c'est moi qui vais réussir là-bas. Dès qu'il a eu la peau là, la peau superficielle là, de lépreux, il est monté jusqu'au sommet de l'arbre. Il a récupéré la cithare et il est descendu. Le roi de Nzambi a dit, bon, tu es fort. Tous les garçons du village là, même des villages voisins, ils n'ont pas réussi à aller prendre la cithare là. C'est toi qui prends ma fille en mariage, même si tu es lépreux. Parce qu'on avait pensé que la peau superficielle qu'il avait portée là, on avait pensé que c'était sa peau naturelle. Et puis à un moment donné, Marundu était là. Marundu était là. Marundu disait, ah, au fond de moi, papa me donne en mariage un homme comme ça qui est lépreux. Mais elle ne pouvait pas bouder parce que quand le père a décidé, le père a décidé. Donc elle est partie. Mais arrivée là-bas, Marundu a commencé à faire la grève. Marundu a dit, moi je ne sors pas avec un homme lépreux comme ça. Un lépreux comme ça, il va me contaminer sa lèpre. Il dit non, jamais. Elle mettait le traversin au milieu. Elle boudait. Elle dormait avec vraiment le djinn là. Alors que quand vous voulez vous connaître, la femme est toujours en mode buffet à volonté. Mais elle disait hors de question. Et elle ne savait pas que Mumbina, c'était pas ça sa vraie peau. Mumbina est allé voir la sorcière. Elle dit, mais j'ai pu décrocher la femme en question, mais elle me boude. Mais entre-temps, elle commençait à faire des caprices. Elle allait vendre du vin, le moussungu, dans un débit. Mais sans savoir que c'est Mumbina, il y avait un jeune homme qui venait, qui était bien beau. C'était Mumbina qui enlevait, justement, la peau là, pour voir comment elle allait agir. Et après, donc, Marundu, ne sachant pas que c'était son mari qu'elle avait tous les soirs là, elle a commencé par faire les jeux de chimène et tout, sans savoir que c'était Mumbina. Et sa tête était maintenant dehors. Elle dit non, moi c'est le gars là, je vais quitter ici. Mais comment je peux trouver la solution de partir? Parce que c'est mon père qui m'a envoyé ici. Je ne vais pas sauter à quel épreuve comme ça. Mais elle ne savait pas que c'était Mumbina qui allait enlever la peau là. Et après, elle allait là-bas. Et c'est comme ça que Mumbina, chaque soir quand elle arrive, elle fait des caprices. Elle dort le dos tourné. Elle met le traverson au milieu. Mumbina dit, mais moi j'ai souffert là. Je suis allé jusqu'au sommet du fromager là. J'ai été piqué par des piquants là. C'est pour que tu me tournes le dos. Alors que tu devais être en mode buffet à volonté. Marundu dit, non, moi je ne peux pas embrasser les preuves. Et c'est comme ça, un jour elle est venue à la maison. Et le lendemain, elle est repartie au débit de moussungu, vendre le moussungu. Et Mumbina est venu, il est allé enlever la peau, définitivement. Et elle est venue, donc, draguer Marundu. Marundu a accepté. Il dit, bon, donc j'attends que tu fermes ton débit de moussungu, comme ça, on va rentrer ensemble. D'abord chez moi, il dit, non, mais moi je suis un homme, je ne vais pas dormir chez toi jusqu'au matin. Donc, on va faire un truc après, je rentre. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, Mumbina, quand il termine de voir, il marche. Après, Marundu est étonné de voir que la direction que prend Mumbina, c'est la direction où elle est même dans son foyer. Il dit, oh, mais toi, tu m'amènes où? Il dit, mais non, c'est chez moi. Il dit, non. Après, Mumbina dit, maman, calme-toi. Le type que tu voyais là, qui avait la peau de lépreux là, c'est moi. J'étais allé voir une ganga là, une féticheur, une sorcière.
Parce qu'il fallait que je réussisse à grimper. Avec ma peau là, je n'aurais pas pu, sinon je me serais blessé. J'ai porté la peau là, de l'épreuve là, c'est juste pour que ça tienne, pour que j'arrive jusqu'au sommet, décrocher justement la cithare que ton papa voulait. Maintenant, on va lui dire la vérité, pour qu'il ne soit pas étonné de me voir un jour là-bas avec toi, qui ne pense pas que c'est notre homme. Marundu est parti. Allez dire maintenant la vérité au roi d'Nzambi. Le roi d'Nzambi dit, mais je vais encore faire comment? Tu es parti à mariage, c'est ça ton homme? Et il s'est rendu compte que Mumbina c'était un bel homme. Il était chic, choc, échec. Vous voyez un peu? C'était un beau garçon. Là-bas dans la chambre, il était hyper performant. Il avait aussi de l'argent à donner à la femme. Donc il avait le toit, il était chic, choc, échec. Mais qu'est-ce qu'une femme cherche quand tu as ça là? Tu es peinard, tu es tranquille pour toi. Et Marundu avait compris ce jour-là qu'il ne faut pas négliger les gens. Parce que parfois ils viennent avec des apparences qui ne sont pas leur vraie réalité. Vous avez vu que Mumbina, pour décrocher, Marundu était allé prendre une peau de lépreux. Mais il n'est pas lépreux, il n'était pas lépreux, Mumbina. C'était un beau gosse qui est né bon pied, bon oeil. Alors, la vie est faite de beaucoup de surprises. Vous avez vu que ces ministres étaient mal à l'aise. Je suis le maître mal à l'aise parce que la vie est comme ça. Les avantages d'aujourd'hui peuvent devenir le handicap. Il n'est plus ministre aujourd'hui. Il n'est plus ministre aujourd'hui. Mais qui ne dit pas que demain, ce serait moi ou d'autres. Donc, faites attention. Les gens que vous négligez aujourd'hui sont les gouvernants de demain. Et ça, j'y crois fermement. Ne négligez donc personne. Parce qu'aucune situation n'est éternelle. Surtout pas celle du Gabon. Elle changera. Et après, chacun va retrouver le sourire qu'on a perdu. Merci de m'avoir reçu chez vous. Passez une excellente soirée. À demain si Dieu le veut. Sur la terre des hommes,
J'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. J'ai vu de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Nous pensons à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le poste frère. Et dans ce nouveau Gabon, nous connaissons ce qu'on appelle